présente le premier rendez-vous de la rubrique « Accrochez-vous, c'est technique ». Ce rendez-vous porte sur la fabrique de la loi. On pourrait penser que c'est simple, une loi, il suffit d'en avoir l'idée, de l'écrire, de la soumettre au vote. En fait, on peut fonctionner de cette manière-là dans une petite association de quelques personnes, mais pour un grand pays comme le nôtre, c'est technique et plus compliqué. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Mais qui exprime la volonté générale? La volonté générale, elle ne préexiste pas son énonciation. Deux instances sont à même de l'exprimer. Le président de la République, qui a un lien direct avec les électeurs, qui représente les Français, et qui demande au gouvernement d'exécuter sa volonté, en général pour laquelle il a été élu. Et le Parlement, qui représente le peuple souverain. Dans la réalité, le gouvernement est à l'initiative de 95% des lois qui sont adoptées par le Parlement. C'est ainsi sous la Ve République. Et nous allons donc voir 3 chapitres. Le premier sur l'idée de la loi, le deuxième sur l'écriture de la loi, et le troisième sur le vote, l'adoption de la loi. Une loi, avant d'être adoptée, c'est une proposition ou un projet. Techniquement, c'est un projet quand c'est le gouvernement qui la soumet au Parlement, et c'est une proposition quand c'est un parlementaire qui la soumet à ses collègues. 95% des lois sont donc des projets de loi qui viennent du gouvernement. Le gouvernement a l'initiative de l'essentiel de notre procédure législative. Il y a différents types de lois qui peuvent être adoptées. Les lois ordinaires, constitutionnelles, organiques, loi de finances, loi de programmation, loi d'habilitation, loi de ratification, j'en passe. Il y aura une rubrique « Accrochez-vous, c'est technique » pour parler de l'agenda législatif et de ces différents types de lois. On va uniquement se focaliser sur les lois ordinaires dont la Constitution prévoit que ce sont des textes normatifs qui disent le droit sur justement les droits civiques, par exemple les successions, les régimes matrimoniaux, les crimes et délits. Tout cela est codifié dans ce qu'on appelle d'ailleurs des codes. Le code pénal, le code du commerce, le code rural, le code civil, etc. Donc un projet de loi, au départ, c'est un ministre qui soumet aux membres du gouvernement, en Conseil des ministres, après l'avis du Conseil d'État, qui a autorité sur tout ce qui concerne l'administration, l'appareil d'État, qui soumet donc un projet de loi, et après délibération des ministres, ce projet de loi est déposé et examiné par les deux assemblées, car le Parlement est constitué de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Soit dit en passant, on pourrait penser que ça ne sert à rien, qu'il en suffirait d'une. Le Sénat, historiquement, est une concession faite par les républicains aux royalistes, en même temps que le septennat, dans l'espoir d'une restauration. Dans la réalité, le Sénat est pratique et très utile. Et ça aussi, on en parlera peut-être à une autre occasion. Mais entre ces 2 chambres, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire, et je vous l'expliquerai dans l'adoption de la loi, qui est le 3e chapitre. Donc le texte de loi est d'abord examiné par une commission. Il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Chacune des commissions est composée, comme l'Assemblée, en reflétant le pouvoir des différents groupes, c'est-à-dire des différents partis, c'est-à-dire qui sont le reflet des élections, des résultats aux élections législatives. Et la commission concernée, par exemple la commission des finances pour le projet de loi de finances, se saisit du texte qui est proposé par le ministre. Donc cette proposition de loi, la commission peut l'amender, c'est-à-dire que la commission a le pouvoir de modifier le texte initial proposé par le gouvernement. Elle peut l'adopter en l'état, elle peut la modifier, elle peut aussi d'ailleurs le rejeter. Et si la commission ne s'entend pas sur le texte à adopter, c'est le texte initial du ministre qui va être examiné par l'Assemblée nationale. Deuxième chapitre, l'écriture de la loi. On ne se rend pas compte à quel point c'est technique. On ne s'improvise pas rédacteur d'une loi. En fait, il faut être un juriste et il faut en fait connaître la loi pour prétendre écrire la loi. Je vais vous donner un exemple. Nous avons adopté une loi d'habilitation du gouvernement pour rédiger des ordonnances. Les ordonnances ont pris force de loi après une loi de ratification de ce travail. Et je vais vous lire l'article 1er du chapitre 1er, du titre 1er, vous voyez que c'est vraiment technique, de ces ordonnances qui renforcent le dialogue social. Cet article, je vous passe le premier alinéa, article 1er. Le deuxième alinéa, il s'écrit comme suit. L'article 2232-5-1 est ainsi modifié. Petit a. Les alinéas 1 et 2
de l'article 2232-5-1 sont remplacées par les dispositions suivantes. La branche a pour mission, premièrement, de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 dans les conditions prévues par les 10 articles. Petit b. L'alinéa 2 de l'article L 2232-5-1 est supprimé. Petit c. L'alinéa 3 devient l'alinéa 2. Vous voyez que c'est pratiquement illisible. Il faut connaître en fait la loi initiale parce que finalement, chaque loi qui est votée par le Parlement est en quelque sorte un amendement de la loi existante. Il n'y a pratiquement pas de loi ex nihilo qui sont votées. Et donc il faut connaître l'ensemble des codes, la loi elle-même, pour pouvoir prétendre l'écrire. Donc c'est un travail de juriste, concrètement. C'est très technique. Ensuite, les amendements, c'est-à-dire que le texte qui passe devant le Parlement peut être modifié. Ben, ces amendements, qui sont tout aussi techniques à rédiger, sont en fait ça consiste à supprimer, ajouter ou remplacer par. Donc il faut connaître ce que c'est que le texte initial, on ajoute, on en supprime une partie, ou on remplace des termes par des autres. Et ces modifications, ces amendements doivent toujours être motivés. C'est-à-dire que lorsque nous votons, nous avons toujours le contenu de ce qui va être soumis au vote, mais l'essentiel de l'attention pour comprendre ce dont on parle, en fait, se porte le plus souvent sur ce qu'on appelle l'exposé des motifs ou l'exposé sommaire, qui motive et qui explique l'amendement lui-même. Ensuite, en termes de rédaction, une loi donne toujours lieu à la rédaction de décrets d'application, et ça fera aussi l'objet d'un prochain chapitre. Troisième chapitre, l'adoption de la loi, c'est-à-dire le vote de la loi, avant sa promulgation par le président de la République. Cette adoption se fait donc par deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui se prononcent sur un texte qui doit être identique dans les deux cas. Il est indifférent de savoir si c'est l'Assemblée ou le Sénat qui se saisit, examine en premier le projet de loi ou la proposition de loi, sauf dans deux cas. Le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale sont des projets de loi qui sont examinés en premier par l'Assemblée nationale, et tout projet de loi qui porte sur l'organisation des collectivités territoriales est examiné en premier par le Sénat. Sinon, c'est une question d'ordre du jour. Il n'y a aucune limite au nombre d'amendements qui peuvent être déposés, c'est constitutionnel. Le pouvoir d'amendement d'un parlementaire est constitutionnel, il n'est pas limité. Dans ce nombre d'amendements, donc, on peut très bien, par exemple, poser un amendement qui modifie un article, et puis poser ensuite, immédiatement après, un amendement dit de repli, au cas où le premier n'aurait pas été adopté. Donc sur un même article, en fait, il peut y avoir plusieurs dizaines d'amendements déposés. Ces amendements, ils consistent aussi à introduire des passages entre différents articles de la loi. Et souvent, donc, on a avant l'article, amendement avant l'article, amendement sur l'article lui-même, et puis amendement après l'article. Et ensuite, l'ensemble de ces amendements est donc discuté et voté un par un. Une fois que tous les amendements ont été examinés, l'article lui-même est voté également en séance. Et une fois que tous les articles ont été votés, il y a un vote sur l'ensemble du texte de la loi. Et ce vote fait toujours l'objet de ce qu'on appelle des explications de vote, c'est-à-dire que des rapporteurs, des porte-paroles de chacun des groupes va dire voilà comment notre groupe va se prononcer sur l'ensemble du texte. Les votes se font le plus souvent à main levée et parfois en scrutin public lorsque c'est demandé par un groupe parlementaire. Le scrutin public, c'est un vote qui se fait de manière électronique en séance et qui permet de savoir, qui enregistre en fait comment a voté quel député. Lorsque c'est à main levée, on peut éventuellement le vérifier avec les caméras qui sont dans l'hémicycle, mais sinon en fait on ne le sait pas. Et c'est le président de séance qui constate à main levée ce que donne le résultat du vote. Il y a donc une navette entre les deux assemblées et il peut y avoir des allers-retours autant de fois que le texte à l'issue des examens de chacune des assemblées n'est pas identique à celui de l'autre assemblée. Le plus souvent, le gouvernement peut interrompre ces navettes parlementaires pour accélérer ou pour ne pas enliser l'examen d'un texte en créant une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs.
cette commission mixte va être chargée d'élaborer un compromis, c'est-à-dire de trouver les moyens de concilier les points de vue des deux assemblées. Elle peut aussi ne pas y arriver. Elle peut même proposer une conciliation qui peut être rejetée par l'une ou l'autre des deux assemblées. Et au final, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, le Sénat ayant le pouvoir en quelque sorte de provoquer ce qu'on appelle un vote bloqué. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les deux assemblées, l'Assemblée nationale finalement a le pouvoir d'adopter un texte, mais le dernier texte qui a été examiné par le Sénat. C'est-à-dire que lorsque le vote est bloqué, l'Assemblée nationale procède à une dernière lecture sans pouvoir amender ce qu'elle va voter. C'est ce qui s'est passé le 9 août, lorsque nous avons voté la loi qui permettait entre autres de supprimer la réserve parlementaire, un point sur lequel il n'y avait pas d'accord entre l'Assemblée et le Sénat. Une fois qu'une loi a été votée, le président de la République a le pouvoir de la promulguer, elle entre donc en vigueur, mais le plus souvent, elle n'est applicable et appliquée que lorsque les décrets d'application ont été rédigés, et cela, je l'ai déjà dit, c'est un sujet à soi seul que nous examinerons une prochaine fois. Ce premier rendez-vous sur la rubrique « Accrochez-vous, c'est technique » portait donc sur la fabrique de la loi. Lorsque je ferai mes rendez-vous parlementaires et hebdomadaires, ces courts moments pédagogiques, j'utiliserai régulièrement des termes du genre « nous étions en deuxième lecture »,« là c'était l'examen d'une proposition de loi »,« à ce moment-là, il y a eu la commission mixte paritaire qui nous a, etc. » Je n'expliquerai pas, je ne prendrai pas le temps d'expliquer à quoi ces termes renvoient, et c'est pourquoi j'ai choisi de créer cette rubrique. Il y en aura d'autres. Elle portera plus en détail sur des enjeux techniques auxquels je me réfère en fait souvent lorsque j'en suis simplement dans un format court à faire un petit point pédagogique hebdomadaire. À la semaine prochaine.